reprend donc avec les deux derniers cycles de l'année scolaire, avec le premier des deux cycles qui termine, avec des œuvres, de grandes œuvres qui ont vraiment marqué le XXe siècle. Hein. Donc on a celle d'aujourd'hui, La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, parce que c'est bien de ça dont il s'agit ce matin. La pensée sauvage, c'est pas simplement la fleur qui est représentée sur le livre. La pensée sauvage donc de Lévi-Strauss. La semaine prochaine, ce sera un ouvrage majeur aussi de Simone Weil, la philosophe Simone Weil. Ah, j'ai oublié, les portables. Hein, voilà. L'enracinement de Simone Weil, donc c'est moi. Voilà, l'enracinement de Simone Weil, ouvrage très important de l'après-guerre. Il y aura une petite interruption là cette fois parce que c'est le jeudi de l'Ascension et on reprendra le 17 avec une œuvre majeure aussi, pas facile mais intéressante, de Lévinas. Totalité et infinie. Et ensuite, on enchaînera avec des œuvres plus faciles. Zola, Camus et Syntex. Voilà. Hein, ceux avec lesquels on finit l'année. Et évidemment, comme dit Jacqueline, on fait le repas de fin d'année parce que les nourritures célestes, c'est bien, point trop n'en faut, il faut aussi les nourritures terrestres. Bon, alors, La pensée sauvage, hein, aujourd'hui, c'est une œuvre très importante qui n'est pas forcément la plus connue de Lévi-Strauss. Peut-être on connaît davantage Triste Tropique, hein, Triste Tropique ou les structures élémentaires de la parenté. Bon, non, pas forcément. C'est plus restreint comme public. Et La pensée sauvage, qui est un ouvrage vraiment très, très, très intéressant et qui est paru en 1962, mais qui n'a rien perdu de son intérêt. Alors, Claude Lévi-Strauss, comme vous le savez, c'est un éminent anthropologue, ethnologue. C'est aussi, ce qu'on ne sait pas toujours, un agrégé de philosophie. Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, il va aussi faire des liens entre philosophie et anthropologie, philosophie et ethnologie, hein, ou ethnographie. Et il a grandement participé à faire évoluer la pratique des sciences humaines et des sciences sociales durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Il a une longue vie puisqu'il est né en 1908 et il est mort en 2009. Donc vous voyez, il n'y a pas très très longtemps, ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de sources aussi télévisuelles, des interviews, des articles de sa part jusqu'à un âge avancé. Et donc il a révolutionné quand même les sciences humaines, les sciences sociales du XXe siècle. Il a longtemps travaillé sur le thème de la parenté lorsqu'il pratiquait l'ethnographie au Brésil, puisqu'il a beaucoup étudié des sociétés du Brésil, et c'est à cette occasion qu'il a écrit cet ouvrage, Les structures élémentaires de la parenté, avec l'aide d'ailleurs du frère de Simone Weil, le mathématicien André Weil, un très très grand mathématicien, et il a utilisé les compétences d'André Weil pour cet ouvrage. Et puis ensuite, il s'est concentré sur le lien qui unit le fonctionnement de l'esprit humain à celui de l'organisation sociale. Fonctionnement de l'esprit humain et organisation sociale. Alors, dans les années 50, il devient un des fondateurs de ce qu'on appelle le courant structuraliste, ou le structuralisme, avec d'autres grands penseurs dans d'autres
discipline que la sienne. Il y a évidemment Lacan, hein, le psychanalyste Lacan qui en fait partie, Barthes, Roland Barthes en littérature, Michel Foucault en philosophie, hein, qu'on avait l'occasion d'étudier un peu avec les mots et les choses, Louis Althusser aussi, hein, donc tous forment ce qu'on appelle, hein, le courant structuraliste. Pourquoi courant structuraliste? Parce que pour eux, la structure, le concept de structure, c'est un modèle théorique, abstrait, qui permet de comprendre le réel. Donc on comprend le réel, on rend le réel intelligible grâce à des structures qui sont des modèles théoriques, hein, des modèles abstraits qui permettent d'appréhender ce qui se passe dans la réalité. C'est pour ça que tous ces auteurs vont beaucoup s'inspirer des sciences dites dures, hein, ou pures, comme les mathématiques, qui donnent évidemment un modèle abstrait, conceptuel, hein, qui permet pour eux de comprendre le monde, mais aussi la linguistique. La linguistique, hein, l'étude du langage, qui va aussi beaucoup se développer au XXe siècle. Donc mathématiques, linguistique, vous savez que déjà Galilée disait que le réel était un langage mathématique. Donc, courant structuraliste. Et il écrit par exemple que la réalité vraie n'est jamais la plus manifeste. La vraie réalité n'est jamais la plus manifeste, c'est-à-dire celle qui est la plus évidente, qu'il va falloir chercher à l'intérieur, hein, derrière les apparences, ces structures, ces invariants, hein, ce qu'on va appeler les invariants anthropologiques, des structures atemporelles, universelles, qui régissent le fonctionnement de l'esprit humain. Donc la réalité vraie n'est jamais la plus manifeste, et c'est ce qu'il comprend donc, quand il dit qu'il faut étudier le fonctionnement de la réalité, et notamment de la réalité sociale, à travers un certain nombre de structures ou d'invariants. Et c'est pour ça qu'il va beaucoup étudier les rituels, la mythologie, toutes les règles de filiation, les règles de parenté, de filiation matrimoniale, etc. Enfin, tout ce qui va structurer les sociétés. Et il va aussi beaucoup insister sur les systèmes formels de signes et de communication. Des structures communicationnelles, donc comme le rituel, l'organisation sociale, les systèmes de parenté, la mythologie. Donc, c'est une orientation bien précise, hein, qu'il va donner à l'anthropologie et à l'ethnologie, hein, ou l'ethnographie. Au début de l'année 62, il va publier un livre qui s'appelle « Le totémisme aujourd'hui ». Ça, c'est là, on commence à rentrer dans les ouvrages connus, à part Triste Tropique, que lui avait été publié en 1955, parce que c'était une partie de sa thèse. Donc, en 62, paraît un premier ouvrage, « Le totémisme aujourd'hui », qui en fait constitue une introduction, comme il l'explique, au deuxième ouvrage qui va paraître la même année, en 1962, et qui s'intitule « La pensée sauvage ». Donc en fait, c'est un ensemble, hein, le totémisme aujourd'hui, la pensée sauvage, qui suit. Et donc, le totémisme, qu'est-ce qu'on appelle totémisme? C'est la manière dont un groupe humain s'organise en clans ou en tribus, autour d'un totem. Ça fait référence aussi à l'œuvre de Freud, hein, totem et tabou, hein, totem, autour d'un totem qui est soit minéral, soit végétal, soit animal, et auquel le clan ou la tribu se réfère pour constituer son identité. C'est ça le totémisme, donc un totem source d'identité pour un groupe humain, mais aussi qui va déterminer des structures de parenté.
entre clans ayant des totems, disons, apparentés, ou au contraire qui peuvent s'opposer. Alors, le totémisme aujourd'hui, c'est comme la pensée sauvage qui suit, ce sont des pavés dans la mare de l'anthropologie et de l'ethnologie de son époque. Pourquoi ? Puisqu'il va critiquer de manière tout à fait radicale les approches ethnologiques dites classiques, qui se sont développées au cours du 19e et du début du 20e siècle. Il va les critiquer, notamment la vision d'un certain Lévi-Bruhl. Lévi-Bruhl, bon, aujourd'hui un peu tombé aux oubliettes. L-E-V-Y, L-E-V-Y, B-R-U-H-L. Lévi-Bruhl, qui est un anthropologue, ethnologue aussi français, et qui va, lui, il va évoluer tout au long de sa carrière, mais au début de sa carrière, il va opposer de manière très radicale la mentalité qu'il va appeler primitive, mentalité primitive, prélogique, à la mentalité rationnelle et logique. Donc, mettons que Lévi-Bruhl, qui reviendra dans la deuxième partie de sa carrière sur cette opposition, c'est un des rares d'ailleurs à dire qu'il s'était trompé et à présenter ses excuses à la communauté scientifique, ce qui est quand même assez rare. Donc il mérite d'être souligné, puisqu'il s'est rendu compte à quel point cette opposition radicale, mentalité primitive, mystique, prélogique, à la mentalité rationnelle, logique, considérée supérieure évidemment, avait pu nourrir un certain nombre de visions racistes qui ont été largement, évidemment, utilisées, développées, exploitées, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, après, il est revenu sur cette opposition en disant qu'en fait, cette opposition était une erreur, mais bon, à l'époque où Lévi-Strauss écrit ses ouvrages, c'est encore une pensée quand même assez dominante, qui vient aussi d'une vision kantienne, d'Auguste Comte, avec la vision des trois états, l'état mystique, prélogique, où on croit au surnaturel, mais on n'a pas encore développé une véritable rationalité, puis, c'est-à-dire d'une manière chronologique, puis l'état philosophique, on commence à se poser des questions et à prendre une certaine distance par rapport au réel, puis l'étape scientifique, où là, c'est l'apothéose de cette vision rationnelle, logique, qui maîtrise la nature. Et ça, c'est très important de comprendre que cette vision d'Auguste Comte, qui est une vision linéaire, où il y a une succession, c'est-à-dire il y a des étapes dans l'humanité, d'une vision prélogique, mystique, où on confond un peu tout, avec les totems, justement, où on ne fait pas la différence entre le réel, le mythe. La vision philosophique, puis la vision scientifique, cette vision linéaire, elle va marquer, mais considérablement, les esprits. Et c'est très intéressant, entre autres, de lire ou de relire la pensée sauvage aujourd'hui, parce qu'on se rend compte à quel point cette vision, même si depuis, on a énormément d'études, d'auteurs qui nous disent qu'il n'y a pas chronologiquement ces étapes, mais qu'il y a simultanéité, on reste quand même formaté dans le sens que c'est chronologique. Et vous vous rappelez, il y a quelques années, c'est pas si vieux, il a fallu que certains se battent pour débaptiser, par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, pour pas que ce soit les arts primitifs, mais les arts premiers. Ça prouve qu'encore aujourd'hui, quand on dit primitif, c'est péjoratif.
qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, on dit, bon, voilà, il y a les sociétés primitives et puis il y a les sociétés développées, qui sont évidemment supérieures aux sociétés primitives. Et c'est ce pavé dans la mare que va lancer Lévi-Strauss, avec sa pensée sauvage, en disant, tout ça est une erreur. C'est vraiment une erreur conceptuelle, parce que cette pensée sauvage, elle a rien de prélogique, elle a sa logique, elle a sa rationalité, et surtout, ce n'est pas la pensée de l'enfance de l'humanité. C'est une pensée consubstantielle à l'homme, au même titre que la pensée logique, rationnelle, abstraite. Bon, je vais développer tout ça, mais c'est ça le cœur de la polémique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on se rend compte à quel point ce schéma linéaire de l'enfance de l'humanité, voilà, mystique, prélogique, magique, un peu puéril, avec cette maturation de l'humanité où enfin, aujourd'hui, on arrive à abstraire, concevoir, se séparer du mythe, faire des différences entre le mythe et l'histoire. Bon, à quel point ce schéma est toujours présent. Mais il y a du vrai dans ce schéma quand même. Il y a du vrai dans tout. Il y a du vrai dans tout. Simplement, là où il y a toujours danger, c'est dans l'exclusivité d'un schéma. Donc, ce qu'il veut démontrer, c'est que toutes ces visions, ces approches ethnographiques classiques, en fait, ne parviennent pas à rendre compte des phénomènes dont elles s'occupent. Il va même parler d'une illusion totémique et que la vision du totémisme qu'ont développé tous ces ethnologues, dont Lévi-Bruhl, ce ne sont que des projections de la part de l'ethnologue qui va juger en fonction de ses critères à lui, qui sont ethnocentrés, c'est-à-dire qu'il va voir les peuplades, même parmi lesquelles il vit parfois, mais avec son filtre d'Européen, donc ethnocentré, et qu'il va faire plein de projections erronées, parce qu'ils ne vont pas chercher vraiment à se mettre à la place. Et c'est ça ce que Lévi-Strauss reproche le plus à ces ethnologues ou ethnographes, c'est ce manque d'empathie. C'est-à-dire le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre et avoir cette hypothèse, au moins l'hypothèse que l'autre pense aussi bien que moi. Et ça dépend de quel... Alors, attends. Je développe mon raisonnement, parce que moi je fais partie de l'humanité qui résonne. Non, j'ai un petit... je vais vous amener à quelque chose, puis tu gardes les questions, d'accord ? Donc, il leur reproche, en fait, de taper à côté, de manquer d'empathie, de manquer de compréhension, et avec cette vision du totémisme, de ne développer qu'en fait que leur propre vision. Il leur reproche de projeter leurs propres préjugés ethnocentriques dans l'étude des organisations sociales qu'ils appellent totémiques. Et donc, pour lui, le totémisme, c'est pas la totalité de ce qui... c'est pas le seul concept qui va caractériser ou définir ces sociétés dites primitives ou premières, ce n'est qu'un aspect. Et qu'il est tout à fait erroné de dire « Ah, les sociétés primitives sont toutes des sociétés totémiques, avec l'explication du totem et des systèmes de communication avec le totem. » Donc, il leur reproche de ne pas avoir voulu imiter les modes de pensée qu'ils tentent d'expliquer. Et ça, il faut bien se rendre compte que c'est un des écueils majeurs de l'ethnologie, de l'ethnographie, à partir du moment où on étudie l'autre. Et c'est pas simple, pas que c'est simple, mais de ne pas comprendre l'autre avec ses propres critères, mais de se demander quels sont
les critères de l'autre. Et ça, ça nous renvoie à plein de choses très sensibles, hein, très profondes. Dans quelle mesure comprend-on vraiment l'autre, ou est-ce qu'on le comprend à travers un filtre qui nous empêche, en fait, de véritablement le comprendre. Et donc, il explique le caractère problématique de cette notion de totémisme, puisqu'il dit que ce totémisme n'est qu'une illustration particulière d'un certain mode de pensée. Mais cette notion de totémisme est loin de caractériser la mentalité, primitive. C'est l'une des premières manifestations de la pensée symbolique. Donc c'est une manifestation parmi d'autres de la pensée symbolique qui définit pour lui cette mentalité primitive. Chaque fois que je dis primitive, il faut mettre des guillemets. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le passage de la nature à la culture, c'est-à-dire le fonctionnement de l'esprit humain, mais en oubliant ce côté chronologique de l'enfance, puis de l'adolescence ou de la maturité de l'humanité. Donc il dit le totémisme ne serait qu'une expression parmi d'autres de ce passage de la nature à la culture et non pas un stade primitif de la pensée humaine. Ça veut dire, en d'autres termes, que le totémisme est quelque chose qui subsiste aujourd'hui dans la pensée de l'homme du XXIe siècle, comme une expression parmi d'autres. Donc, c'est ça qu'il explique dans la préface, c'est qu'en fait, il considère que les gens qui ouvrent la pensée sauvage ont déjà lu le totémisme aujourd'hui, et donc cette question est claire, disons, pour le lecteur, cette remise en cause de cette vision classique du totémisme. Alors, il va démontrer, à l'aide de nombreux exemples et de nombreux travaux ethnographiques, que ce sont les catégories de l'intellect qui forgent la réalité. Toujours, depuis le début de l'humanité, depuis ce passage de la nature à la culture, que ce sont les catégories de la pensée, de l'intellect qui vont forger la réalité, et que ce sont des lois logiques qui régissent l'esprit humain. Toujours. Et que ces lois logiques, elles ont toujours été là, et elles ont toujours donc formaté l'esprit humain, et que ces lois, elles sont atemporelles, elles sont universelles. Donc ça, c'est très fort, pour contrer cette vision linéaire, historique. Non, ces lois logiques, elles sont atemporelles, elles sont universelles. Alors, entre parenthèses, là, je fais une petite parenthèse avec aujourd'hui, où on découvre beaucoup de choses sur l'homme de Néandertal, où la spécificité de l'Homo sapiens, par rapport à cette brute épaisse qu'était l'homme de Néandertal, tout ça est en train de voler en éclats, et on se rend compte que l'homme de Néandertal, et voire même l'Homo erectus, qui était encore avant, avait une vision symbolique du monde. Et que les représentations dans les grottes rupestres d'Espagne ou de France ne sont pas des représentations, disons simplement surnaturelles ou magiques, pour avoir de bons résultats à la chasse, mais témoignent d'une vision symbolique, d'une vision du sacré tout à fait complexe. Complexe. C'est-à-dire que la complexité, la vision complexe, j'insiste sur cette notion complexe, c'est-à-dire d'interdépendance, de correspondance, de relation, elle est à l'œuvre depuis que l'homme est homo, et ce n'est pas la spécificité de l'homo sapiens. Et là, les anthropologues aujourd'hui reconnaissent, même les Coppens, reconnaissent qu'on s'est trompé en faisant de cet Homo sapiens
le seul détenteur et une sorte d'aboutissement de la pensée complexe. Ça remue, hein. Ça remue parce que ça remet en cause beaucoup de, pour pas dire tous les fondements de l'anthropologie, au moins physique. Oui. Tu viens de faire un assez long développement sur une phrase qui a dit au début, que je n'ai pas comprise du tout, mais ce sont les catégories d'intellect qui vont forger la réalité. Oui, c'est-à-dire que depuis que l'homme est homme, il va percevoir le réel à travers un fonctionnement de l'intellect, de l'esprit mental. Donc ils vont forger notre conception de la réalité. Ils vont percevoir le réel, pas simplement à travers un ressenti, ou à travers, comme on le verra, un caractère utilitariste ou sensible, mais à travers une capacité d'abstraction intellectuelle et mentale. Et logique. Et logique. D'accord. Et logique. Abstraction, logique, mentale, tout cela est l'apanage de l'homme. Simplement, on va parler de logique un peu différente ou d'abstraction différente. Mais que ce sont ces catégories, c'est un peu comme Kant, hein, qui cherchait que puis-je connaître à travers quelle catégorie je perçois le réel. Et là, Lévi-Strauss va faire un peu un travail analogue à celui de Kant. Disons, à travers quelle catégorie l'homme perçoit le réel. Mais il a été dans quel pays, Lévi-Strauss ? Surtout le Brésil. Ouais. Alors, donc il va même parler d'une illusion totémique et non d'un système réel. Donc, ça, c'est la révolution de Lévi-Strauss. Donc, dans la pensée sauvage, qui suit le totémisme aujourd'hui, il veut découvrir quel est le fondement de cette pensée sauvage, qui n'est pas, comme il le dit à un moment donné, la pensée des sauvages. La pensée sauvage. Sachant que l'étymologie du mot sauvage, c'est celui qui vit dans la forêt. Hein? Sylvae, hein, c'est celui qui vit dans la forêt. Ça n'a pas de connotation péjorative jusqu'au XVIIIe. C'est-à-dire, hein, le mot sauvage, celui qui vit dans la forêt. Bon, ben voilà, point. Ça va prendre une connotation péjorative inférieure, hein, à ce moment-là en Europe, où on va dire il y a les sauvages et puis les civilisés. Et donc, lui, quand il parle de la pensée sauvage, c'est pas la pensée des sauvages, c'est la pensée sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée sauvage, hein? C'est comme la fleur, voilà, qui pousse dans les champs, qui n'est pas domestiquée. Et là, je vous livre déjà quand même le scoop, hein, du bouquin, qui est que la pensée sauvage perd son côté sauvage, c'est-à-dire devient domestiquée, lorsqu'on l'utilise à des fins de rendement. De rendement. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, ça, c'est le gros mot. À partir du moment où on va chercher une utilité quantitative, un rendement, recherche de rendement, ça en est fini de la pensée sauvage. La pensée devient domestiquée. C'est puissant, hein? Et ça fait vraiment réfléchir. Donc, la pensée sauvage, le fondement sauvage de la pensée, et il réaffirme que le totémisme n'est qu'un aspect de la nature classificatrice de l'homme. Et donc, il va rejeter de manière radicale la dichotomie entre la pensée de l'homme dit primitif et la rationalité dite scientifique. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte à quel point c'est pas acquis. Hein? C'est paru en 62, cette pensée, elle se forme après la guerre, dans les années 50, et elle a toute son utilité aujourd'hui.
hein, et probablement à venir. Donc il écrit: cette pensée sauvage n'est pas pour nous la pensée des sauvages, ni celle d'une humanité primitive ou archaïque, mais la pensée à l'état sauvage. La pensée à l'état sauvage. Et cette pensée à l'état sauvage, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est à l'œuvre aujourd'hui, chez l'homme du XXIe siècle, de toute la planète. Reconnu, pas reconnu, ça c'est autre chose. Mais ces fondements de cette pensée sauvage sont toujours là. Ils n'ont pas été, comme disait Auguste Comte, ils n'ont pas été balayés ou dépassés par autre chose. Parce que c'est indépassable. Donc il soutient que la pensée sauvage n'est nullement prélogique, donc ça veut dire qu'elle est logique, et qu'elle comporte sa rationalité scientifique, ça c'est très important, qu'elle est autant que l'autre type de pensée ou que les autres types de pensée, autant scientifique, et qu'elle existe en chacun de nous. Donc, il tente de démontrer l'erreur d'une supposée supériorité de la pensée des hommes dits civilisés sur celle des hommes primitifs. Et on sait que c'est ce schéma qui va, par exemple, être dominant lors de la conquête de l'Amérique, où on se demande, la controverse de Valladolid, etc., est-ce que ces gens ont vraiment une âme? Bon, c'est-à-dire que là, il y a vraiment le choc, ou là, oui, de civilisation entre l'Europe blanche, civilisée, qui est capable de penser, de logique, et qui est à l'aube de la science, et puis le reste de l'humanité qui continue à croire des idoles, des totems, et qui est dans une perspective primitive, prélogique, mystique, surnaturelle, à qui on fait gober n'importe quoi. Enfin, voilà, qui va justifier beaucoup de choses, et ces croyances qui vont ressurgir au 19e et qui vont aussi servir de terreau au massacre du XXe siècle, avec cette classification. Donc, il démontre que la science n'est pas l'apanage du monde moderne, et que cette pensée sauvage, elle est scientifique. Qu'elle fait partie de l'histoire des hommes depuis des temps immémoriaux. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de supériorité, enfin là, j'extrapole un peu, du sapiens sur Néandertal, voilà. Et on commence à changer les représentations d'ailleurs aujourd'hui de l'homme de Néandertal, qui avant était une espèce de singe brut, sauvage, en un être qui probablement nous ressemblait beaucoup plus, et qui était artiste, qui était un être symbolique, et c'est vrai qu'il y avait une perception du sacré, probablement différente de celle d'aujourd'hui, mais tout aussi profonde. Donc, il y a de très nombreux exemples qui émaillent son ouvrage, car son but, c'est aussi de montrer, au-delà de la diversité des peuples et des coutumes et des exemples, ce qui est commun, l'unité au-delà de la diversité. Donc il va s'intéresser à la manière dont l'esprit humain classifie, ordonne le réel. Alors, ce livre, La pensée sauvage, est aujourd'hui considéré comme l'un des classiques de l'ethnologie contemporaine. C'est-à-dire que là, il y a un avant et un après, quand même, Lévi-Strauss, puisque son apport a révolutionné toutes les sciences humaines et les sciences sociales, avec ce concept de pensée sauvage. Alors,
je vais vous faire pas mal de petites citations du livre parce que c'est vraiment là ça s'y prête bien. Alors voilà ce qu'il dit dans le premier chapitre. Nous ne revenons pas pour autant à la thèse vulgaire et d'ailleurs admissible dans la perspective étroite où elle se place, selon laquelle la magie serait une forme timide et balbutiante de la science. Hein, donc là, ça renvoie vraiment à la vision de Comte. Hein, l'expérience primitive, magico-religieuse, hein, avant l'expérience philosophique. Car on se priverait de tout moyen de comprendre la pensée magique si l'on prétendait la réduire à un moment ou à une étape de l'évolution technique et scientifique. Ombre plutôt anticipant son corps, elle est en un sens complète comme lui, aussi achevée et cohérente que l'être solide par elle seulement devancé. Cette pensée sauvage, hein, qui est une autre manière de dire la pensée magique, est tout aussi élaborée, complète, pertinente que la pensée dite moderne. La pensée magique n'est pas un début, un commencement, une ébauche, la partie d'un tout non encore réalisé. Elle forme un système bien articulé, indépendant sous ce rapport de cet autre système que constituera la science, ce qu'on appelle aujourd'hui la science, sauf l'analogie formelle qui les rapproche et qui fait du premier une sorte d'expression métaphorique du second. Au lieu donc d'opposer magie et science, il vaudrait mieux les mettre en parallèle, comme deux modes de connaissance inégaux quant aux résultats théoriques et pratiques. C'est ça une des révolutions qu'il y a dans ce livre, c'est on n'oppose plus la magie et la science, ce sont deux modes constitutifs de la pensée humaine, consubstantiels à la pensée humaine, l'un ne devançant pas l'autre, puisque la pensée magique est aussi une pensée complexe, fondée sur des correspondances, et elle est logique et scientifique, et elle est pertinente. Et c'est ça qu'il va essayer de montrer. Alors, le livre est constitué de 9 chapitres, où il va dérouler toute son argumentation, tous ses exemples, et ça commence par la science du concret, c'est le premier chapitre, la science du concret. Et ça, c'est une manière de caractériser la pensée sauvage, qui va jamais détruire le lien avec le monde sensible, avec le monde manifesté et concret, et qui va même avoir une approche d'une subtilité extraordinaire de ce monde sensible. Je vous donnerai quelques exemples. Donc la science du concret. Ensuite, on a la logique des classifications totémiques. Une autre caractéristique de cette pensée sauvage, c'est qu'elle ordonne, elle classe, elle répertorie. Elle est aristotélicienne. Elle veut comprendre le réel. Donc, il va y avoir les espèces, les variétés, toute la multiplicité du réel. Cette pensée sauvage, elle veut la comprendre. Et pas, comme on a dit longtemps, parce que ça lui est utile. Parce que là, en fait, c'est un autre problème, mais souvent, on a fait des projections donc, sur cette pensée. Et on peut dire que la pensée moderne est utilitariste. Les fins de rendement et tout ça. Et donc, on a projeté cet utilitarisme sur cette pensée sauvage, en disant « oui, mais si s'intéresse à tout ça, c'est parce que ça leur est utile pour faire des remèdes, pour guérir, etc. Et si ça ne leur était pas utile, ils ne s'y intéresseraient pas. » Faux, dit Lévi-Strauss, c'est le contraire. C'est les modernes qui s'intéressent uniquement à ce qui leur est utile à des fins de rendement, mais pas la pensée sauvage, qui, elle, a un souci de connaître pour connaître.
Tiens, un savoir, comme il dit, désintéressé. C'est un postulat qui pose ça. Oh ben, voilà. Après, comme on sait quand même très peu de choses sur le fonctionnement humain, il faut rester humble. Après, postulat contre postulat. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, pas tellement les postulats, qu'est-ce que ça donne comme conséquence. Et notamment dans les organisations sociales. Ça, je trouve intéressant. Après, on peut dire toute idée, bon, mais quelles conséquences ça va donner? Une ouverture. Voilà. Et il faut bien voir qu'à l'époque, mais à l'époque, c'est pas très loin, ça combat une vision extrêmement ancrée. Hein, pas simplement chez les ethnologues, les anthropologues, mais dans les peuples. Hein. Donc, les classifications. Bon, donc la science du concret, la logique des classifications totémiques, les systèmes de transformation, totem et caste, catégories, éléments, espèces, nombres, c'est un autre chapitre, universalisation et particularisation, l'individu comme espèce, le temps retrouvé, et le dernier chapitre sur lequel beaucoup se sont penchés, qui s'appelle Histoire et dialectique, où, dans ce dernier chapitre, il va régler ses comptes avec Sartre. Alors, ça fait gloser beaucoup, parce que oser s'attaquer à Sartre en 1962, il fallait être courageux. Et hein, c'était l'icône quand même sur son piédestal pour beaucoup d'intellectuels, notamment parisiens. Et donc là, il va poser le problème très intéressant au-delà de la polémique, puisque Sartre avait publié en 1960 Critique de la raison dialectique. Et donc, ce dernier chapitre de la pensée sauvage est une critique féroce de la vision sartrienne sur la pensée, l'opposition qu'il fait entre la pensée analytique et la pensée dialectique. Parce que Sartre aussi était dans cette vision que bon, il y a une enfance de l'humanité avec la pensée analytique, bon, mais il y a quand même une supériorité de la pensée moderne qui est la pensée dialectique. Hein? Oui, c'est tous les deux. Enfin, ils connaissent bien Marx, hein, la vision dialectique marxiste, c'est-à-dire que l'histoire se fait par dépassement. Hein. Donc, forcément, comme si l'histoire se fait par dépassement et par opposition et dépassement, il y a quand même une linéarité dans le développement de l'humanité. Et Sartre était pas loin de penser que l'homme blanc du XXe siècle était quand même une sorte d'aboutissement de l'évolution de l'espèce humaine grâce à cette pensée dialectique. Et Sartre disait, bon mais ces peuples sans histoire, manière de dire ces peuples primitifs qui se raccrochent au mythe comme à une bouée de sauvetage mais qui n'ont pas d'histoire, eh bien ne font pas partie de l'humanité. Et là, ça vraiment ça échauffe Lévi-Strauss qui dit c'est insupportable de penser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ces peuples dits sans histoire? Et c'est pas parce que ces peuples ont des mythes qu'il faut opposer les peuples avec histoire et les peuples sans histoire. Les peuples qui se réfèrent encore à leurs mythes et qui sont dans la répétition des mythes, comme l'explique très bien Mircea Eliade, hein, et les peuples qui sont dans une dialectique historique. Et là, on voit bien l'emprise de la vision marxiste sur Sartre. Alors, sur Lévi-Strauss aussi, parce que Lévi-Strauss a été nourri à cela, mais là, il s'en sépare. Donc, ce dernier chapitre est violent. Âme sensible, s'abstenir, parce que là, il taille un short, pour dire les choses très poétiquement, à Sartre, en disant on ne peut pas
régler son compte comme ça à ces peuples dits sans histoire. Ces peuples ont un autre rapport à l'histoire. Mais ils font partie de l'humanité. Et leur raison est tout aussi dialectique que celle de l'humanité du XXe siècle. Bon, ça va ? Oui. Voilà. Alors, dans le premier chapitre, on va reprendre les arguments donc principaux. Dans le premier chapitre, donc, qui s'intitule « La science du concret », Lévi-Strauss commence à décrire certaines caractéristiques de cette pensée sauvage. Et donc, il montre que la pensée sauvage n'est pas concrète, hein, la science du concret, elle n'est pas concrète parce qu'elle serait incapable d'abstraction. C'est la façon, voilà, ils sont attachés au monde sensible, hein, au concret, parce qu'ils ne sont pas capables de prendre de la distance. Il dit, ça c'est faux. Ils sont capables de rationalité, ils sont capables d'abstraction, même si ce n'est pas exactement la même abstraction, hein, ou la même logique que celle qui est développée dans la science. Alors, ça c'est le tout début, c'est la première page. On s'est longtemps plu à citer ces langues où les termes manquent pour exprimer des concepts tels que ceux d'arbre ou d'animal, bien qu'on y trouve tous les mots nécessaires à un inventaire détaillé des espèces et des variétés. Mais en invoquant ces cas à l'appui d'une prétendue inaptitude des primitifs, entre guillemets, à la pensée abstraite, on omettait d'abord d'autres exemples qui attestent que la richesse en mots abstraits n'est pas l'apanage des seules langues civilisées. Ça commence comme ça. Donc, il met les pieds dans le plat. Ça veut dire que c'est pas parce que l'ethnologue européen ne va pas trouver chez ces peuples le mot qui pour lui est le mot abstrait qui définit, hein, comme il dit, l'arbre ou l'animal. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas exactement l'équivalent que ces peuples ne sont pas capables d'abstraction. Et c'est vraiment intéressant parce que ça montre la difficulté aussi de la science anthropologique, ethnologique ou ethnographique, donc étudie sur le terrain. C'est très, très exigeant en fait. Et un petit peu plus loin, il dit « Comme dans les langues de métier, la prolifération conceptuelle correspond à une attention plus soutenue envers les propriétés du réel. » Ce qu'il voit, lui, dans cette pensée sauvage, c'est une attention plus soutenue envers les propriétés du réel, à un intérêt mieux en éveil pour les distinctions qu'on peut y introduire. Cet appétit de connaissance objective constitue un des aspects les plus négligés de la pensée de ceux que nous nommons primitifs. S'il est rarement dirigé vers des réalités du même niveau que celles auxquelles s'attache la science moderne, il implique des démarches intellectuelles et des méthodes d'observation comparables. Dans les deux cas, l'univers est objet de pensée, au moins autant que moyen de satisfaire des besoins. C'est énorme. L'univers est objet de pensée. Hein, c'est l'histoire des lois logiques dont je parlais tout à l'heure. L'univers est objet de pensée, même si il y a ce lien indéfectible de la pensée sauvage avec le réel, avec le sensible. Et c'est ça qui, pour moi, fait vraiment la différence. Il n'y a jamais de prise de distance avec la nature telle qu'on finisse par voir la nature comme un objet. Jamais. Dans la pensée sauvage, il y a cette distance, cette capacité d'abstraction telle que le monde sensible
n'existe plus, ou n'est qu'un monde à exploiter. Vous vous rappelez la fameuse phrase de Descartes, être comme possesseur et maître de la nature. Dans la pensée sauvage, je dis pensée sauvage plus que homme sauvage, mais dans la pensée sauvage, l'homme n'est jamais, jamais, jamais considéré comme un maître et un possesseur de la nature. Il vit avec, au sein d'eux, en lien, en harmonie, en harmonie ou en conflit. Mais s'il y a conflit, il y a une recherche, une recherche d'harmonie. Voilà ce qu'il commence à dire. Donc, ça veut dire que la pensée sauvage est capable d'abstraction. L'univers est un objet de pensée. Et cette pensée concrète correspond à une exigence d'ordre. C'est ce qu'il va montrer dans ces exemples. Elle classe, elle oppose, elle établit des analogies de couleurs, de formes, qui amènent à des tableaux de correspondance tout à fait exceptionnels. Et pour expliquer ça, il fait appel à un argument qu'il appelle lui-même le paradoxe néolithique. Parce qu'il a un certain nombre de concepts vraiment assez puissants. Le paradoxe néolithique. Il dit, c'est à l'âge néolithique que les hommes parviennent à maîtriser les grands arts de la civilisation. Donc la poterie, le tissage, l'agriculture, la domestication des animaux. Cette maîtrise est la preuve d'une grande curiosité, mais aussi d'une attitude scientifique, d'une volonté de connaître pour le plaisir de connaître. On aurait alors du mal à comprendre pourquoi cet esprit scientifique se serait arrêté dans ses découvertes pour ne se manifester à nouveau qu'à l'ère de la science moderne. Si l'homme néolithique fait appel à cette pensée de curiosité, de classement, d'appréhension du réel, pourquoi il y aurait eu tous ces siècles d'obscurantisme, entre guillemets, pour que la science ressurgisse comme ça au XVIIIe. Donc, ça c'est ce qu'il appelle le paradoxe néolithique. C'est-à-dire qu'en fait, cette pensée ne s'est jamais arrêtée. C'est ça que ça veut dire. Cette pensée sauvage, on la voit à l'œuvre à l'époque néolithique, mais elle n'a jamais cessé. Et en fait, nous sommes face à deux modes de pensée scientifiques distincts. C'est-à-dire, dans le fonctionnement humain, il y a deux modes de pensée scientifiques distincts. Donc cette pensée sauvage et la pensée domestiquée. C'est distinct, mais ça a toujours été coexistant. Simplement, on a donné priorité à l'un ou à l'autre. Les savoir-faire des sociétés premières ne sont jamais dénués de justifications savantes. Et il va expliquer que les classifications auxquelles ces sociétés arrivent sont aussi pertinentes, voire plus, que celles de nos naturalistes, comme Buffon, Linné, qui sont la base de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, ils arrivent par des deux voies distinctes à peu près au même résultat, voire des résultats plus fins et plus complexes dans la pensée sauvage que dans la pensée dite domestiquée. C'est pour ça que c'est très beau ce jeu de mots sur la pensée, qui est une fleur, toutes les espèces végétales qui existent à l'état sauvage et à l'état domestiqué. Ça fait beaucoup réfléchir, je pense par exemple, même par rapport aujourd'hui à la permaculture, où on essaie de retrouver ce côté sauvage.
et de faire des liens, de faire des associations, de faire beaucoup d'observations, sans se dire a priori, ah oui, ça marche avec ça. Il faut observer, ça dépend du terrain. Il y a cette attention, ça fait penser à cela, parce qu'il y a une attention constante au réel. Et les cours d'eau, et les vents, et il n'y a pas de choses qui puissent être généralisées. Donc ça, c'est une toute petite expression de pensée sauvage. De pensée complexe, donc. Et pas d'une pensée primitive dans le sens d'un peu simplette, quoi. Ça va? Vous tenez le coup? Donc, deux modes de pensée scientifiques distincts. Et donc, il dit, oui, les savoir-faire des sociétés premières ne sont jamais dénués de justifications savantes, mais ces justifications peuvent revêtir, c'est vrai, des formes déroutantes pour nous, dans la mesure où elles ne correspondent pas à une forme de distance par rapport au monde sensible auquel nous sommes habitués. Nous avons pris l'habitude, la pensée domestiquée, de prendre une certaine distance par rapport au monde sensible. Donc le lien avec le monde sensible, c'est un peu distendu, voire complètement anéanti. Quand on voit les petites chinoises qui pollinisent aujourd'hui avec des cotons-tips, on se dit, là, le lien avec la nature, il s'est quand même bien distendu. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Alors, page 28. Voilà, ça c'est une autre petite citation. L'homme du néolithique ou de la proto-histoire est donc l'héritier d'une longue tradition scientifique. Vous voyez, c'est choquant, l'homme néolithique, scientifique, bon. Pourtant, si l'esprit qui l'inspirait, ainsi que tous ses devanciers, avait été exactement le même que celui des modernes, comment pourrions-nous comprendre qu'il se soit arrêté et que plusieurs millénaires de stagnation s'intercalent comme un palier entre la révolution néolithique et la science contemporaine? Ça, c'est le fameux paradoxe néolithique. Le paradoxe n'admet qu'une solution, c'est qu'il existe deux modes distincts de pensée scientifique. L'un et l'autre fonctionnent non pas certes de stades inégaux du développement de l'esprit humain, mais des deux niveaux stratégiques où la nature se laisse attaquer par la connaissance scientifique. L'un approximativement ajusté à celui de la perception et de l'imagination, et l'autre décalé. Comme si les rapports nécessaires qui font l'objet de toute science, qu'elle soit néolithique ou moderne, pouvaient être atteints par deux voies différentes. L'une très proche de l'intuition sensible, l'autre plus éloignée. Et c'est justement ce côté proche de l'intuition sensible qui a été la source du discrédit. Disons, non, mais ces gens sont englués, ou restent vraiment englués ou dépendants du monde sensible, ils n'arrivent pas à s'en abstraire, à s'en distancier. Et ça sera pareil pour les mythes. Ils restent englués dans ces images mythiques, ils ne savent pas les dépasser, alors que la pensée moderne sait quand même faire la part des choses. Et donc quand on voit un Maya, qui fait le culte des ancêtres, les rites de la pluie et tout ça, on dit, ces gens ont sûrement un savoir super, mais quand même, on va leur apporter la bonne parole chrétienne, quitte à les massacrer allègrement, puisqu'ils semblent avoir quelques résistances à cette bonne parole. Alors, ça c'est extrême, mais c'est des temps,
Maya aussi, hein. Ils étaient avancés aussi à leur manière, hein. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Mais l'histoire des temples est intéressante. Parce que dans cette, comme il dit, l'intuition sensible, il y a ce puissant vécu du sacré. Et ça va faire partie aussi de la projection et de ce que Lévi-Strauss appelle la peur fondamentale de beaucoup d'ethnographes ou d'ethnologues à des formes du sacré qui ne sont pas leur forme du sacré. C'est pour ça qu'il y a une telle aussi méprise sur ce qu'est le totem. C'est-à-dire, et ça c'est très important, il dit en fait, je ne sais plus l'expression, mais que ces ethnologues avaient une trouille, en fait, vraiment viscérale, de trouver des formes du sacré autres que les leurs. Est-ce qu'ils en avaient, eux, ils étaient issus du positivisme, alors, hein, plus ou moins? Bah oui. Est-ce qu'eux, ils en avaient une forme? Ils arrivaient avec leur approche? Oui, disons que quand même le christianisme est quand même la forme classique du sacré, et c'est pour ça que les conquistadors par exemple sont arrivés en disant bon mais voilà, vous avez Quetzalcoatl, bon bah c'est bien, mais nous on a Jésus, hein. Vous avez la terre-mère, nous on a Marie. Mais pas les ethnologues, pas les... Disons, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'ethnologues aussi qui étaient des missionnaires. Enfin, il y a aussi cette collusion. Donc, il fallait quand même, ces pauvres sauvages, hein, c'était quand même la vision dominante. Même si certains ont essayé d'avoir dans leur relations des visions un peu plus larges, mais l'Espagne... c'est l'Espagne quand même d'Isabelle la catholique, et c'est quand même très puissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite pause. J'ai oublié de dire quelque chose. C'est que Lévi-Strauss dédie son ouvrage à la mémoire de Maurice Merleau-Ponty. Voilà, qui est le grand phénoménologue français. Hein. Vous savez, ce courant donc, de phénoménologie qui s'intéresse beaucoup justement aux phénomènes, hein, c'est-à-dire aux effets du monde sensible. Bon, voilà. Alors, il y a trop de choses à dire. Hein. Alors, autre petite citation. Les classifications indigènes ne sont pas seulement méthodiques et fondées sur un savoir théorique solidement charpenté. Vous voyez, les mots sont... les classifications indigènes ne sont pas seulement méthodiques et fondées sur un savoir théorique solidement charpenté. Il arrive aussi qu'elles soient comparables d'un point de vue formel à celles que la zoologie et la botanique continuent d'utiliser. Un petit peu avant. Voilà. Là, il donne quelques exemples. Les plantes sont nommées en fonction de 3 caractères. Le sexe supposé, les vertus médicinales et l'aspect visuel ou tactile. Par exemple, épineux, gluant, etc. Une seconde tripartition selon la taille, grande, moyenne, petite, recoupe chacun des caractères précédents. Cette taxinomie, c'est-à-dire cette classification,
est homogène dans toute la réserve, soit environ 7 millions d'hectares, et en dépit de la dispersion sur un aussi vaste territoire de ces 60 000 occupants. Bon, là, il parle d'une partie des États-Unis. Chaque animal ou plante est en correspondance avec un élément naturel, lui-même variable selon les rites dont on connaît l'extrême complexité chez les Navajos. Ainsi, dans le rituel du silex taillé, on relève les correspondances suivantes. Grue, ciel. Oiseau rouge, soleil. Aigle, montagne. Épervier, rocher. Oiseau bleu, arbre. Oiseau mouche, plante. Un coléoptère, terre. Héron, eau. Bon, c'est simplement quelques exemples de correspondance ou d'analogie, de formes, de couleurs, donc une myriade de plantes ou d'animaux. Et ça vous donne, voilà ce qu'il publie, page 57, c'est un immense tableau de correspondance propre à chaque peuple, donc vous avez les couleurs, les animaux, les oiseaux, les arbres, les buissons, les fleurs, le maïs, les haricots, en fonction des directions cardinales. Vous avez le sud-ouest, le nord-ouest, le sud-est, le nord-est, le zénith et le nadir. C'est-à-dire vous avez 6 directions de l'espace, pas simplement le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais en vertical aussi, le zénith et le nadir. Donc, d'immenses tableaux de correspondance. C'est ça une des caractéristiques aussi de cette pensée sauvage, c'est les analogies, les correspondances, et le fait donc de rester toujours extrêmement attentif, comme on voyait tout à l'heure, au monde sensible. Et comment a-t-on pu le déterminer, ça? Comment a-t-on pu déterminer ça? Parce qu'il l'explique. C'est-à-dire les gens, les tribus qui ont été étudiées expliquent, voilà, telle plante, il faut l'accueillir, je ne sais pas moi, à tel moment, quand la lune est comme ça, c'est telle couleur, c'est analogique, il l'explique par le langage. Actuellement, qu'est-ce que ça veut dire actuellement? Actuellement, il n'y a plus pratiquement de tribus primitives. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a des gens dans des réserves, qu'on a alcoolisés, qu'on a tués, dont on fait des musées, même en Australie. Là, les pauvres aborigènes, ils sont quand même en survie, en mode d'extinction de toute façon dans quelques années. Donc ça devient du folklore. Je suis un peu violente peut-être, on me dit là-dessus, mais c'est quand même terrifiant ce qu'on a fait. Alors maintenant il y a des musées, voilà, c'est bien, mais les hommes vivants c'est mieux. Bon. Alors, voilà. Je continue avec Lévi-Strauss. De ce fait, l'image traditionnelle que nous nous faisions de cette primitivité doit changer. Jamais et nulle part, le sauvage n'a sans doute été cet être à peine sorti de la condition animale, encore livré à l'empire de ses besoins et de ses instincts, qu'on s'est trop souvent plu à imaginer, et pas davantage cette conscience dominée par l'affectivité et noyée dans la confusion et la participation. Les exemples que nous avons cités, les autres qu'on aurait pu leur joindre, témoignent en faveur d'une pensée rompue à tous les exercices de la spéculation, proche de celle des naturalistes et des hermétiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Alors ça c'est très intéressant parce qu'il cite deux points, Galien, qu'on avait étudié avec la médecine hippocratique, Pline, Hermès Trismégiste, Albert le Grand. Albert le Grand qu'on a étudié avec les alchimistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette pensée sauvage, elle a toujours été transmise par ces courants dits marginaux, qu'on appelle de philosophie naturelle ou de philosophie ésotérique, l'alchimie, la magie, ce qu'on avait étudié, je ne sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, ou il y a plus, sur les courants ésotériques. Cette pensée sauvage, elle a toujours été présente.
simplement, comme on l'avait vu à propos des alchimistes, marginalisée, discréditée. Mais elle a toujours été là. De ce point de vue, les classifications totémiques sont probablement moins loin qu'il ne semble de l'emblématisme végétal des Grecs et des Romains, s'exprimant par le moyen de couronnes d'olivier, de chênes, de lauriers, etc. Ou de celui qui se pratiquait encore dans l'église médiévale, où, selon la fête, on jonchait le cœur de foin, de jonc, de lierre ou de sable. Où on faisait rentrer l'évêque sur un âne à reculons. Ça se faisait encore au Moyen-Âge. C'est pour ça que cette pensée sauvage, elle perdure de manière un peu cachée, un peu subliminale, mais elle perdure, y compris au Moyen-Âge, y compris donc en Grèce, comme il dit, en Grèce, Rome, au Moyen-Âge, et c'est vraiment ce qu'on appelle l'époque moderne, dont on peut dire que le pauvre Descartes en est le représentant de cette rupture, où là, oui, on commence à rentrer vraiment dans une perspective de rendement, donc productiviste, avec la révolution industrielle, etc., et dont aujourd'hui on voit les conséquences extrêmes. Comme il dit, notre président, il n'y a pas de planète B. Bon, voilà, on a vu tout ce qu'on a fait avec notre planète, il n'y en a pas d'autre, donc il y a quand même quelque chose à changer. Vous voyez, c'est ce qu'il dit aussi Lévi-Strauss. Les herboristeries astrologiques, c'est là, il fait référence à tout ce savoir qui a perduré à travers l'astrologie, la magie. Les herboristeries astrologiques distinguaient 7 plantes planétaires, 12 herbes associées au signe du zodiaque, 36 plantes attribuées aux décans et aux horoscopes. Et avec toute des méthodes, quand cueillir telle plante, et pas simplement dans un but utilitariste, mais dans un but aussi de connaissance. Tout cela que nous attribuons volontiers à une philosophie naturelle, longuement élaborée par des spécialistes, eux-mêmes héritiers d'une tradition millénaire, se retrouve très exactement dans les sociétés primitives. Quand un sorcier guérisseur de l'Est canadien ramasse des racines, des feuilles ou des écorces médicinales, il ne manque pas de se concilier l'âme de la plante. Ce qu'on trouve aussi dans le chamanisme. Le véritable chamanisme, c'est aussi une expression de cette pensée sauvage. Donc il n'y a pas que le totémisme, il a raison, je trouve, il n'y a pas que le totémisme. Le chamanisme aussi est une autre de ces expressions. Alors, j'avais demandé à ce que la feuille reste derrière pour éviter justement... bon. Non, mais ne vous en faites pas, vous l'aurez la feuille, elle va rester derrière et en partant... vous marquez votre nom, parce que sinon on sait... Voilà, ça dérange tout le monde et moi aussi. Voilà, donc je reprends mes esprits. Quand un sorcier guérisseur de l'Est canadien ramasse des racines, des feuilles ou des écorces médicinales, il ne manque pas de se concilier l'âme de la plante. C'est-à-dire, on ne cueille, on ne tue les animaux qu'en fonction de ce qui est strictement nécessaire et on fait des prières à la plante, des prières à l'animal qu'on va tuer. C'est ce lien, avec la nature dont je parlais. En déposant au pied une menue offrande de tabac, car il est convaincu que sans le concours de l'âme, le corps de la plante n'aurait à lui seul aucune efficacité. Bon. Enfin, vous avez plein d'exemples de toutes ces classifications extrêmement complexes qui sont élaborées. Alors, ce qu'il dit, c'est que cette pensée sauvage méprise le principe d'économie. C'est-à-dire, quand il dit, dès qu'on pense à des fins de rendement, on passe à la pensée domestiquée, c'est-à-dire la pensée sauvage méprise le principe d'économie ou d'utilité, par lequel tous les systèmes doivent être amenés à un seul, le plus efficace, par l'action technique qu'il permet sur la nature. La pensée à l'état sauvage existe en quiconque,
Simplement, elle n'a pas été domestiquée à des fins de rendement. Ça, c'est la phrase hyper célèbre de Lévi-Strauss. La pensée à l'état sauvage existe en quiconque, simplement, elle n'a pas été domestiquée à des fins de rendement. Quand on oublie l'utilitarisme, le rendement, le productivisme, le quantitatif, eh bien, cette pensée sauvage peut à nouveau s'exprimer. Autrement dit, l'âme de la plante ou de la nature, à ce moment-là, peut être le rendement. Il y a une communication, c'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à la communication. On s'intéresse au corps de la plante, mais derrière le corps de la plante, on voit l'âme de la plante, on voit l'esprit de la plante. Et l'animal, pareil. C'est pourquoi Lévi-Strauss parle à propos de la pensée sauvage de science pure, dans le sens où ces classifications ne sont pas directement utilitaires. Ça, c'est vraiment un critère. Dès qu'on met de l'utilitarisme dans les choses, on est dans la pensée domestiquée. Et aujourd'hui, on peut dire que tout est utilitaire. Enfin, c'est notre mode de penser. Donc, c'est bien le mot essentiel, rendement. Rendement. La recherche du rendement. Alors, donc, on a vu que cette science du concret communique avec la pensée mythique ou magique, c'est ce que je viens de vous lire, et pour nous faire comprendre cette analogie, il utilise une autre métaphore. Il y a eu l'expression du paradoxe du néolithique, il y a une autre expression qui domine dans ce livre, c'est la métaphore du bricolage. Alors, bricolage. Il va dire qu'une des caractéristiques de cette pensée sauvage, c'est le bricolage. Alors, le problème, là encore, c'est que il associe à la pensée sauvage la notion de bricolage et à la pensée domestiquée la notion d'ingénieur, bricoleur ou ingénieur. Alors ça, c'est un problème. Parce que si on demande à quelqu'un, ton fils, tu le rêves bricoleur ou ingénieur, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, il faudrait vraiment être fou pour dire, moi je rêve mon fils bricoleur. Vous voyez comment on est totalement formaté. Donc, lui, il va mettre sur le même plan le bricoleur et l'ingénieur. Vous comprenez? C'est deux modes de pensée, de vie distincts. Donc, à tous ceux qui ne sont pas simplement les bricoleurs du dimanche, mais qui ont comme rêve et comme idéal de vie d'être bricoleurs, c'est super. Bon, il faut se dévisser un peu la tête. Alors, mais voyez comment les mots sont chargés. Bricoleur du dimanche, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On bricole. Mais lui a une vision très haute du bricolage. Alors, ça, c'est quand même clé, donc je vais vous lire les passages. Pourquoi il parle de bricolage? Alors, d'ailleurs, une forme d'activité subsiste parmi nous qui, sur le plan technique, permet assez bien de concevoir ce que, sur le plan de la spéculation, peut être une science que nous préférons appeler première plutôt que primitive. Donc ça, c'est des changements sémantiques. Bon, on dit plus primitif, on dit premier. Bon, le problème, c'est que premier, c'est en général suivi par second. Il faudrait mieux l'appeler primordial, je pense. Parce que premier. Parce que premier, ça fait référence à une chronologie, à une suite. Mais on sait que dans la symbolique des nombres, le 1 n'est pas suivi forcément du 2. Mais bon. Donc primordial, c'est-à-dire vraiment originelle, profonde. Bon. On va écrire un livre pour dépasser Lévi-Strauss, parce que quand même. Et on va rebaptiser le musée du Quai Branly le musée des arts primordiaux. Bon, c'est un peu long, mais bon. Donc premier plutôt que primitif. C'est celle communément désignée par le terme de bricolage. Dans son sens ancien,
le verbe bricoler s'applique aux jeux de balle et de billard, à la chasse et à l'équitation, mais toujours pour évoquer un mouvement incident, celui de la balle qui rebondit, du chien qui divague, du cheval qui s'écarte de la ligne droite pour éviter un obstacle. Et de nos jours, le bricoleur reste celui qui œuvre de ses mains. Ça, c'est le côté digne, grand, hein, celui qui œuvre de ses mains en utilisant des moyens détournés par comparaison avec ceux de l'homme de l'art. Or, le propre de la pensée mythique est de s'exprimer à l'aide d'un répertoire dont la composition est hétéroclite et qui, bien qu'étendue, reste tout de même limitée. Pourtant, il faut qu'elle s'en serve, quelle que soit la tâche qu'elle s'assigne, car elle n'a rien d'autre sous la main. Elle apparaît ainsi comme une sorte de bricolage intellectuel, ce qui explique les relations qu'on observe entre les deux. C'est-à-dire, bon, c'est pas évident, mais c'est une notion clé quand même, cette notion de bricolage, avec tous les malentendus, hein, qu'il peut y avoir. Donc, il y a le bricoleur, il y a l'artiste et il y a l'ingénieur. Mais au même plan, c'est-à-dire le bricoleur est dans la pensée sauvage, l'artiste qui est dans une sorte de pur esthétisme pour lui est à cheval entre la pensée sauvage et la pensée domestiquée, et la pensée et l'ingénieur est dans la pensée domestiquée quasiment exclusive. Ça va, hein? Donc, l'étymologie bricoleur, j'en sais rien, je chercherai bricolarum, bricolum. Ça serait intéressant. Bah bien sûr, Je vais chercher. Il faut chercher, oui, ça mérite. Il y a sans doute quelque chose de paradoxal dans l'idée d'une logique dont les termes consistent en bribes et en morceaux, vestiges de procès psychologiques ou historiques et comme tels dépourvus de nécessité. Qui dit logique dit pourtant instauration de relations nécessaires. C'est-à-dire, il va défendre son idée, son concept du bricolage. C'est-à-dire, le bricoleur, il utilise donc des morceaux, des bribes, mais qu'il va réagencer de manière intelligente, hein, de manière créative. Mais comment de telles relations s'établiraient-elles entre des termes que rien ne destine à remplir cette fonction ? Des propositions ne peuvent s'enchaîner de façon rigoureuse que si leurs termes ont été préalablement définis sans équivoque. Bon. Les images signifiantes du mythe, les matériaux du bricoleur, parce que les matériaux du bricoleur, ce sont entre autres les mythes, les images mythiques. C'est pour ça que, en fait, c'est toute une tradition, la tradition mythique, qui n'est pas figée, parce qu'on est tout le temps en train de réagencer, réorganiser, réordonner les mêmes fondements, enfin les mêmes images fondamentales, mais elles ne sont pas répétées de manière mécanique. Et c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup trompé. Parce qu'on pense que bon, c'est une répétition. Ça, c'est tout le problème de l'histoire. Mais ces gens sont dans la répétition. Comme dit Mircea Eliade, on donne du sens parce qu'on rejoue, on répète ce que le démiurge a fait. On dit, oh, bah, vraiment, ces gens n'étaient pas des créatifs. Hein. C'est la répétition à l'identique. C'est faux. C'est une répétition, mais avec adaptation. C'est ça l'image du bricolage, qui demande de l'intelligence, de la créativité, même si les matériaux sont en nombre limité. C'est pour ça que les grands symboles des mythologies ne sont pas des milliers. On trouve toujours les mêmes symboles. C'est pour ça qu'un symbole est universel. Hein, c'est ce qu'on a étudié. L'œuf, l'arbre, la croix, la montagne, la coupe. Bon, vous n'en avez pas des milliers.
c'est toujours les mêmes, mais qui sont vécus et réagencés de manière différente. Vous voyez ? C'est ça le bricolage. C'est pour ça qu'il faut s'enlever de la tête le côté un peu péjoratif. Ah, tu bricoles. Vous voyez ? Dans le langage. Mais les bricoleurs, ils ont une certaine habileté, hein. Mais c'est ce que je dis. Une certaine créativité, habileté à refaire du nouveau, hein, du neuf, avec de l'ancien. On recycle. Donc, les images signifiantes du mythe. Parce qu'il y a des passages simples, puis il y a des passages quand même un peu plus hard. Les images signifiantes du mythe, les matériaux du bricoleur, sont des éléments définissables par un double critère. Ils ont servi. Ça, c'est très important. Il n'y a pas, dans la pensée sauvage, la fascination du neuf qu'il y a dans la pensée moderne, où le progrès, c'est quand même la nouveauté, toujours de la nouveauté. Et on est dans ce système consumériste, où il faut toujours inventer de nouveaux produits, parce que il faut vendre. Le portable, le téléphone portable, mon Dieu, mais quelle invention magnifique pour asservir. Chaque année un nouveau modèle. Tous les 6 mois, les logiciels informatiques sont obsolètes pour racheter. Enfin, on est dans ce monde. Là, non. Dans le bricoleur, les éléments définissables par un double. Ils ont servi comme mot d'un discours que la réflexion mythique démonte à la façon du bricoleur, soignant les pignons d'un vieux réveil démonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recyclage, il y a des éléments avant-coureurs de réhabilitation de cette pensée sauvage. On ne jette pas, on recycle. C'est pour ça que cette pensée sauvage, elle est là. Elle est là. Simplement, il faut lui donner des moyens d'expression. Donc, ils ont servi, donc on ne fait pas du neuf. C'est pour ça qu'on dit, ils répètent toujours la même chose. Oui, parce qu'ils se servent de matériaux qui ont servi, donc qui ont prouvé, qui ont fait leur preuve, quoi. Être structurant, donnant du sens. Et c'est pour ça qu'une tradition qui ne ferait que répéter à l'identique, de toute façon, elle meurt. Une véritable tradition, elle se renouvelle sans arrêt. Mais à partir d'éléments, de composants qui ont déjà servi. Ça, c'est très important. Et, deuxième critère, ils peuvent encore servir. Il ne s'agit pas simplement de démonter le vieux réveil et d'utiliser des choses qui sont cassées. Il faut savoir réutiliser des choses qui peuvent encore servir. Donc ça demande quand même du discernement. Et ils peuvent encore servir au même usage ou à un usage différent pour peu qu'on les détourne de leur première fonction. Et ça, je trouve ça très intéressant comme passage. Cette logique opère un peu à la façon du kaléidoscope. C'est une manière de comprendre aussi. Instrument qui contient aussi des bribes et des morceaux, au moyen desquels se réalisent des arrangements structuraux. Les fragments sont issus d'un procès de cassure et de destruction, en lui-même contingent, mais sous réserve que ces produits offrent entre eux encore certaines homologies. C'est-à-dire il y a un processus de cassure, de destruction et de réaménagement. C'est ça la pensée du bricolage. Je ne peux pas tout vous lire parce que... Donc, le bricoleur manie des signes, l'ingénieur manie des concepts. Le bricoleur est aussi dans une recherche d'esthétisme. Il dit, le bricoleur, il ne fait pas simplement de se resservir de choses anciennes, il faut aussi que ce soit beau. C'est là qu'il le fait participer aussi un petit peu à l'artiste. Alors que l'ingénieur, lui, il a un projet à réaliser. Il place l'ingénieur vraiment dans la mentalité, dans la pensée domestiquée, où il y a un projet à réaliser. Donc un besoin d'efficacité concrète,
immédiate. Donc, la métaphore du bricolage permet d'approcher cette logique du sensible, qui est au cœur de la pensée sauvage. C'est une modalité de l'esprit humain. Donc, en fait, si on veut donner ses lettres de noblesse à cette pensée sauvage, il faut bricoler. Et pas que le dimanche. La pensée sauvage est d'abord une construction symbolique. Alors les anthropologues d'aujourd'hui redécouvrent que déjà chez Néandertal, il y a une approche symbolique. Nous avons la chance d'avoir la grotte de Kosker, où les mains, les animaux, les pingouins, enfin, tout ça, ne sont pas simplement voilà, c'est pas du pur esthétisme, c'est pas non plus une peinture réaliste, ce sont des peintures symboliques. Mais en extrapolant, l'art, c'est du bricolage. En extrapolant. Alors lui, il le place au milieu. Le bricolage, l'art et l'ingénieur. Bon, toujours des catégories. Alors, comment la pensée sauvage appréhende le temps? Je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Mais il cherche donc là aussi à casser cette division, je disais sartrienne, mais que beaucoup d'ethnologues partageaient, sur le fait de distinguer les sociétés avec histoire ou les sociétés sans histoire, c'est-à-dire en fait dans le mythe. Et là, il y avait une opposition radicale aussi, mythe-histoire. Histoire de manière positive, les sociétés qui ont eu une histoire, avec cette dialectique, et puis des sociétés qui restent un peu engluées dans le mythe, comme si dans le mythe, il n'y avait pas du tout de temps historique. Donc là, c'est l'objet du dernier chapitre, où il critique la vision de Sartre qui disait que seules les sociétés qui développent une vision historique sont des sociétés réellement humaines. Alors, voilà ce qu'il dit. Que peut-on faire? Et là, c'est chaud, à la fin. Que peut-on faire des peuples sans histoire si on définit l'homme par la dialectique et la dialectique par l'histoire? L'existentialisme est une mythologie de notre temps. Envoyé. L'existentialisme est une mythologie de notre temps, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est une construction, mais voilà, tout à fait. Et encore, il est gentil, parce que les mythes, ça tue. Alors, voilà ce qu'il écrit. Le propre de la pensée sauvage est d'être intemporel. Voilà, c'est ça la déconstruction qu'on doit faire, parce que pour nous, la pensée sauvage, la pensée primitive, c'est vraiment associé à une étape, à un moment. Et là, il dit non, c'est intemporel. Elle veut saisir le monde à la fois comme totalité synchronique et diachronique. Alors là, on arrive au grand mot, parce qu'il faut quand même critiquer Sartre sur aussi son terrain. Il y a dans les sciences humaines cette notion de synchronique et diachronique. Synchronique, c'est ce qui se passe en même temps, et diachronique, c'est ce qui est en mouvement dans le temps. Et c'est là où il y a cette opposition des sociétés qui sont synchroniques ou diachroniques. Lui dit, c'est les deux. C'est-à-dire que même dans la pensée sauvage, dans la pensée mythique, il y a du mouvement. Même si on se réfère au mythe, et si on réactualise le mythe, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, dans ce réagencement, dans cette réactualisation du mythe. Et c'est ce qu'Eliade a bien montré, comme historien des religions, montrer qu'il y avait une relation entre le temps mythique et le temps historique, qu'on ne pouvait pas les opposer. La pensée sauvage est pure logique et ne procède pas de l'affectivité ou de l'irrationalité.
Pourquoi il emploie ces mots? Parce qu'on a souvent dit, on a longtemps dit, la pensée primitive, elle est simplement affective. Ces gens sont gentils, c'est des affectifs. Pas méchants, enfin, meilleur des cas, mais ils sont c'est affectifs. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de quelqu'un affectif? Ça veut dire qu'il a peu de mental, quoi. Ou en tout cas, son mental est un peu englué dans l'affectif. Il dit non, la pensée sauvage ne procède pas de l'affectivité ou de l'irrationalité. Elle n'est pas non plus rattachée à un type de société. Cependant, la pensée devient domestiquée quand elle est utilisée en vue d'un rendement à travers une projection dans l'histoire. Cette idée de se projeter dans le futur, dans l'histoire. Là, c'est vrai que dans la pensée sauvage, il n'y a pas forcément de projection dans le futur. C'est pour ça qu'on a l'impression d'un éternel recommencement, d'un éternel retour. Mais ça, c'est une pathologie possible de la pensée sauvage, d'être dans l'immobilisme. Mais ce n'est pas une fatalité, puisque, bien sûr, le printemps revient chaque année, mais est-ce qu'on vit chaque printemps de la même manière? On peut le vivre le printemps, le renouveau du printemps et faire la fête du printemps sans forcément dire « Oh là là, c'est encore un printemps, c'est encore le printemps qui revient ». C'est chaque fois différent. Mais c'est chaque fois différent parce qu'on le vit différemment. Parce que nous sommes différents et parce qu'on est rattachés au monde sensible. Vous voyez ? Si on fait trop d'abstraction, le printemps, c'est une saison. Bon, voilà. Et donc on ne va pas s'émerveiller des bourgeons, des fleurs, des allergies, des pollens et tout ça. Vous voyez ? Donc, il dit bien, ce n'est pas une pensée, voilà, c'est à travers une projection dans l'histoire, cette histoire de projection. Donc, certes, il n'y a pas de projection d'un futur meilleur, hein, comme dans l'idéologie du progrès, où demain, ça doit forcément être meilleur qu'aujourd'hui, parce que c'est demain. Il n'y a pas ça dans la pensée sauvage. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'idée d'un lendemain qui chante. C'est pour ça qu'on est prêt aujourd'hui, quand même, à réhabiliter quelque part ce fonctionnement de la pensée sauvage en nous. Parce qu'on a vu les conséquences dramatiques de toutes les idéologies qui nous disaient « mais demain sera meilleur ». Il faut rester optimiste quand même. Alors, mais ça n'empêche, c'était des gens très heureux, hein. Et on peut être dans la pensée sauvage et très heureux. Mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, parce que quand aujourd'hui on parle de révolution numérique, on est en plein dans cette problématique. Et quel monde, hein, vers quel monde allons-nous? Donc, lui dit quelque part, donc c'est la théorie, dans les théories de l'information qui culmine aujourd'hui, il y a un peu ce retour de la pensée sauvage. Bon, faut voir. Donc c'est ainsi qu'on passe de la logique des qualités sensibles à la science abstraite. Donc ce qu'il explique, et c'est là où ça rejoint ce courant structuraliste, c'est que ce sont toujours dans la pensée sauvage les structures qui dominent, les structures parentales, les structures matrimoniales, les lignées de succession, les structures rituelles, les structures magiques. C'est ça qui domine. Alors, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on peut reprocher à l'extrême à Lévi-Strauss, c'est que ça peut devenir un tout petit peu desséchant. C'est ce que certains lui ont reproché, ces classifications structurales, hein, c'est les critiques à l'anthropologie structuraliste. Bien que décrivant un monde sensible, il a pu le décrire comme un monde un tout petit peu desséchant. Mais s'il parle des invariants. Bien sûr, c'est les structures, les invariants. C'est les structures logiques.
Hein? Donc on va retrouver ces structures dans les classifications totémiques, les systèmes matrimoniaux. Et donc, il explique bien que cette pensée sauvage aussi ne magnifie pas la notion d'événement, donc d'histoire. Hein, quand on étudie l'histoire de la pensée domestiquée, cette histoire, elle est scandée par des événements. Hein, c'est comme ça qu'on apprend l'histoire. Les batailles, les guerres, c'est des événements. Dit dans la pensée sauvage, il n'y a pas d'événements. Ça c'est ce qui est intéressant parce qu'au niveau des historiens, ça a eu, je disais, il a bouleversé toutes les sciences humaines et notamment aussi l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup, et notamment en France, de courants historiques qui revalorisent ce qu'on appelle la petite histoire. C'est-à-dire, pas l'histoire justement des grandes batailles, des conquêtes napoléoniennes, des 1515 et tout ça, mais l'histoire de proximité, c'est-à-dire l'histoire du petit village paumé en Aveyron ou ailleurs, dans le désert français, etc. Cette histoire qui est aussi noble que la grande histoire, ce qu'on appelle la grande histoire, qui en fait sélectionne un certain nombre d'événements, mais sélectionne-t-elle les bons événements? Parce que ça cache beaucoup de choses. Aujourd'hui, on le voit, Aline, avec comment on redécouvre la guerre de Vendée. Voilà, un nouvel éclairage, par exemple, sur les Chouans et les guerres de Vendée. Pourquoi? Parce que, on sait bien que l'histoire est toujours écrite par ceux qui gagnent, hein, en sélectionnant un certain nombre d'événements, et ça masque plein d'autres choses d'une richesse incroyable qui est la réalité et comment c'est vécu. Et donc là, c'est très intéressant ce qu'il explique sur la différence entre histoire événementielle, et puis cette pensée sauvage qui résonne différemment. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut enseigner l'histoire sans, comme on a voulu le faire, en disant, bon, les dates, on s'en fiche, plus de chronologie, plus de dates. Non, parce que là, c'est aller contre cette idée d'ordre et de classement et de logique. Et que là, on retourne au chaos, on ne sait même plus si Louis XIV est contemporain de Vercingétorix, de De Gaulle, ça. Et pour Lévi-Strauss, je pense que ce serait vraiment une catastrophe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut... Parce qu'on sait bien que comment on nous a appris l'histoire, il ne nous en reste pas beaucoup. Hein. Parce que même... la bataille de Marignan, c'était 1515, ok, mais c'était qui contre qui? Ouais, contre les Anglais, contre les Suisses. Bon, moi à la limite je ne sais même plus contre qui. C'est-à-dire, on a des choses comme ça, mais c'est là où c'est pas concret, c'est pas digéré, c'est pas concret. Les deux interfèrent. Bien sûr que les deux interfèrent. Donc, il y a cette notion de structure, structuraliste, qui prévaut sur la succession. C'est pour ça qu'il y a la recherche de ces fameux invariants. Comme disait Eliade, des invariants anthropologiques, c'est ce qui fait vraiment partie de la structure de la conscience humaine et qui ne font pas partie de l'histoire de la conscience humaine. C'est pour ça que nous sommes à la fois fait de pensée sauvage et de pensée domestiquée. Simplement, la pensée sauvage, elle a été reléguée, discréditée au profit pratiquement de fonctionnement exclusif de la pensée domestiquée, donc à des fins de rendement. Donc, il combat pour une véritable science de l'homme qui dégage des invariants et donc, évidemment, qui va aller contre tous les préjugés anthropologiques, racistes, raciaux, etc., où il y aurait une pensée supérieure et une pensée inférieure.
En d'autres termes, cette pensée sauvage, elle a toujours existé. Et ce qui la caractérise, hein, c'est ce lien vraiment indéfectible avec la nature, avec le monde sensible. Hein? Est-ce qu'on peut vivre à notre époque avec une pensée sauvage? Eh ben, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on vit avec cette pensée sauvage. Elle est là. Elle est là. Elle est là, mais elle est horrible. On ne peut pas vivre ça. Il n'habitait pas dans une hutte, il avait construit lui-même. Oh ben lui, il a vécu avec des tribus. Si. Lui, attention, il a vécu avec. Ah oui, oui. Là, il sait de quoi il parle. C'est pas l'ethnologue en chambre qui décrit. Oui, non. Il y est allé. Il y est allé, et c'est ça la grande difficulté. Il y est allé comme un Européen. Mais c'est comme Jean Malory. Moi, j'aime beaucoup Jean Malory. Jean Malory, il a vécu avec les Inuits, il se bat, c'est un militant pour cette pensée des Inuits. Il est encore vivant, il est âgé, mais il dirige toujours la collection Terre humaine. Hein, c'est Triste Tropique et tout ça, c'était paru dans cette collection. Et lui, il va presque à toutes les COP, vous savez, 21 et autres, pour défendre la pensée des Inuits, les quelques Inuits qui restent. Bon. C'est un exemple d'un militantisme vraiment extraordinaire parce que il a vécu, il continue à vivre beaucoup avec les Inuits et il a, comme Lévi-Strauss dit, une empathie. Il finit par raisonner comme un Inuit parce qu'il est immergé complètement. Mais c'est vrai que dans sa jeunesse, il était un jeune blanc européen, donc avec plein de certaines visions, un formatage. Mais là, c'est l'exemple de quelqu'un qui a une sensibilité suffisante pour changer le logiciel. Et c'est pour ça qu'il est critiqué, on dit mais c'est un fou, il nous embête avec ses Inuits, mais il va peu sur les plateaux télé, mais là c'est un exemple d'un ethnologue qui est capable de faire fonctionner la pensée sauvage et la pensée domestiquée en même temps. Peut-être parce qu'il est un peu caméléon aussi. Dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens du terme. Donc, cette pensée sauvage, c'est pas qu'on a besoin d'aller chez les Inuits ou les quelques Papous, les quelques aborigènes qui restent pour le vivre. Cette pensée sauvage, elle est consubstantielle à l'homme. Donc, elle est en nous. Elle est là. Il suffit de lui donner de l'espace. Ça, je pense qu'il y a quelques lueurs d'espoir aujourd'hui où on donne un peu plus de place à cette pensée sauvage, mais qui est une pensée complexe. Et c'est vrai qu'il y a une certaine convergence aujourd'hui d'un certain nombre de découvertes dans les sciences astrophysiques, en anthropologie, pour revoir vraiment le logiciel, ce qu'on appelle le paradigme, parfois le nouveau paradigme du 3e millénaire, qui ne fait que montrer le bout de son nez, mais qui peut-être va se développer. Retrouver de le mouvement hippie a donné de l'impulsion à cette. Oui, ça peut être. Alors, c'est simplement pas seulement une révolte ou une rébellion contre un système, disons, de consommation, hein, mais quelque chose à consommer. C'est peut-être, on parle beaucoup de 68 en ce moment, parce qu'on fête les 50 ans, et c'est peut-être aussi ce qui peut caractériser la différence entre 68 et 2018. En 68, on était beaucoup dans une sorte de révolte ou de rébellion contre un système, hein, contre l'immobilisme, contre un système de consommation, de guerre, etc. Bon, 50 ans sont passés, et on ne peut pas revivre 68, enfin, ça n'a plus rien à voir. Ça va quand même assez vite. Et là maintenant, il faut inventer autre chose. Dans la pensée sauvage ? Certains, parce que les zadistes, moi je connais un peu Notre-Dame-des-Landes parce que j'ai un neveu qui est zadiste. Il y a de tout, hein. Mais certains zadistes, oui.
Oui, parce qu'ils essaient d'inventer un nouveau système d'agriculture, justement, de permaculture, de revenir à un peu de biodynamie, etc. Donc avec les correspondances avec la nature. Oui, oui. Ça, le problème, c'est que c'est instrumentalisé du point de vue politique. Mais cultiver. Ah bah oui. Oui, enfin disons, après c'est utilisé, donc aujourd'hui il y a une majorité de gens qui veulent casser, mais il y a des vrais, il y a des vrais, oui, oui. Alors on va finir quand même, je vois que ça vous passionne, alors, qu'est-ce que je peux vous lire pour finir ? Plein, mais alors. Ah voilà, alors là, ça c'est quelque chose, là c'est en guise de conclusion, c'est un peu une interrogation. Puis on finit avec ça. La pensée sauvage met en pratique une philosophie de la finitude. Je vous expliquais un peu avec l'histoire du temps. On n'invente pas un nouveau temps. De là aussi vient le renouveau d'intérêt qu'elle inspire. Bon, on est en 62. Cette langue au vocabulaire restreint, qui sait exprimer n'importe quel message par des combinaisons d'opposition entre des unités constitutives. Bon, tout ça pour dire que la pensée sauvage est une pensée complexe. Donc c'est une pensée, on ne va pas dire moderne, mais plutôt post-moderne. Enfin, on n'utilise plus trop maintenant le concept de post-modernité, mais ou transmoderne, qui va au-delà de la modernité. Cette logique de la compréhension pour qui les contenus sont indissociables de la forme, cette systématique des classes finies, cet univers fait de signification, ne nous apparaissent plus comme les témoins rétrospectifs d'un temps, entre guillemets, où le ciel sur la terre marchait et respirait dans un peuple de Dieu. C'est ce côté un peu idyllique. Et que le poète n'évoque que pour demander s'il doit être ou non regretté. Ce temps nous est aujourd'hui rendu. Ce temps, cette pensée sauvage, nous est aujourd'hui rendue grâce à la découverte d'un univers de l'information où règnent à nouveau les lois de la pensée sauvage. Ciel aussi, marchant sur la terre dans un peuple d'émetteurs et de récepteurs, dont les messages, tant qu'ils circulent, constituent des objets du monde physique et peuvent être à la fois saisis du dehors et du dedans. Lui, il était assez pessimiste quand même à la fin de sa vie, mais son espoir résidait justement dans ce monde, cet univers de l'information où il y voyait un retour de la pensée sauvage par ces unités communicationnelles. Je sais pas, point d'interrogation. Le quantique était déjà arrivé, là. Les découvertes quantiques étaient déjà arrivées. Les découvertes quantiques étaient déjà arrivées, oui, mais... Mais il était dedans, quand on dit qu'il est restant là. Oui, mais la vision quantique, bon, on le sait bien, elle n'est pas entrée dans les mentalités encore. Elle a été découverte il y a un siècle, mais elle n'est pas corporisée. Chez lui, peut-être. Je sais pas. L'idée que l'univers des primitifs ou prétendus tels consiste principalement en messages n'est pas nouvelle. Bon, mais jusqu'à une époque récente, on attribuait une valeur négative à ce qu'on avait tort de prendre pour un caractère distinctif. Comme si cette différence entre l'univers des primitifs et le nôtre contenait l'explication de leur infériorité mentale et technologique, alors qu'elle les met plutôt de plein pied avec les modernes théoriciens de la documentation. Donc là, c'est toute l'idée que la cybernétique, c'est-à-dire la théorie de l'information, va en fait remettre au goût du jour des éléments de pensée archaïques ou dits primitifs. Bon, là, vraiment le débat reste ouvert. Enfin, c'est vraiment une question. Moi, je le trouve un peu optimiste là-dessus. Puisque le problème, c'est pas tant la théorie de l'information ou la cybernétique, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Or, tant qu'elle est justement, comme il dit si bien,
utilisée à des fins de rendement, elle est, voilà, elle est domestique. Les jeunes ne sont pas comme ça. Eh ben, faut voir. Ils ont plein d'idées idéalistes, ils recommencent chaque fois qu'il y a une génération qui démarre, il y a plein dans le cœur, dans la tête, de rêves, tout ça. Alors après, il va peut-être se casser les dents. Oui, de toute façon, on ne peut avoir que l'espoir avec les jeunes générations, c'est sûr. Mais faut voir. Rien n'est automatique. Rien n'est automatique. Bon. Voilà, et pour finir, du même coup se trouvait surmontée la fausse antinomie entre mentalité logique et mentalité pré-logique. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, il casse beaucoup. Pas de mythes, mais de préjugés. Ça va ? Bon, c'est très dense, très riche. Je vous incite vraiment à le lire. Oui, c'est lisible. C'est lisible. Par petits bouts. Mais il y a des images qui sont très fortes. Non, il y a des images, il y a des concepts imagés, comme le bricolage, qui peuvent vraiment aider à penser. Hein? Oui. Oh bah Sartre, lui il était dans son univers, hein, donc ça va ? Bon, vive la pensée sauvage.